Bonjour à tous, chers participants, bonjour messieurs. L'Agence francophone pour l'intelligence artificielle AFRIA est heureuse de vous recevoir à cette table ronde à laquelle vous avez bien voulu accepter de participer en qualité d'intervenant. Alors, je suis Sandrine Kofi et j'interviendrai aujourd'hui en tant que modératrice de cette table ronde. Pour rappel, l'AFRIA est une organisation qui a pour mission de sensibiliser les pouvoirs publics, le secteur privé, le secteur académique et la société civile francophone en général et africaine en particulier aux enjeux et opportunités des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle et donc faciliter une mise en œuvre maîtrisée au service du développement durable. Notre table ronde emploi et formation s'inscrit donc dans le cadre du premier forum francophone pour l'intelligence artificielle. Alors, nous avons l'honneur de recevoir à cette table ronde d'imminentes personnalités de l'IA et du numérique, avec lesquelles nous aurons bien entendu le plaisir d'échanger pendant les 45 prochaines minutes. J'ai l'honneur de les citer. Monsieur Ekel Drin, CEO et fondateur de Africanda, Monsieur Rabat Atik, CEO d'Evolukid et consultant formateur, Monsieur Ohaï Tuang Nguyen, CTO et data analyst, Monsieur Raymond Adjapa Abilé, expert en économie numérique, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Avant de vous donner la parole, messieurs, je tiens à préciser le déroulé de cette table ronde. Donc, nous aurons, à la suite de vos présentations respectives, un débat qui va s'articuler pendant 20 minutes autour de deux axes principaux qui sont le premier relatif à la formation au XXIe siècle et à la connaissance des besoins de formation en IA, et le second prend en compte les prérequis à l'adoption de ces nouvelles technologies et les difficultés liées à leur mise en place. Ensuite, nous répondrons dans la mesure du possible et en fonction du temps qui nous a imparti aux quelques questions que nous allons récupérer dans la conversation. Petite précision à faire pour toutes les personnes qui participent à cette table ronde. Je vous demanderai de préciser lorsque vous poserez votre question dans le commentaire le nom de l'intervenant que vous souhaitez avoir, ou du moins celui qui devra répondre à votre question. Alors, sans plus tarder, et ensuite on aura le mot de fin, excusez-moi. Sans plus tarder, je donne la parole à vous, messieurs, dans l'ordre suivant. On commencera par des présentations respectives d'1 minute par Monsieur Ekel Drin, ensuite suivra celle de Monsieur Rabat Atik, puis celle de Monsieur Ohaï Tuang Nguyen, et on terminera la série de présentations par Monsieur Raymond Adjapa Abilé. Alors, vous avez 1 minute chacun pour vos présentations respectives. Nous commençons du coup par Monsieur Ekel Drin. C'est à vous, Monsieur Ekel Drin. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Ekel Drin, je suis le fondateur et le CEO d'Africanda, qui est un centre d'innovation basé à Tunis. Nous offrons des formations dans le domaine de la data science, l'architecture big data et l'intelligence artificielle, en balayant différents domaines, la cybersécurité, l'économie, le sport et ainsi de suite. Nous accompagnons également avec un partenaire local des startups tunisiennes mais aussi africaines, avec bien entendu un fonds d'investissement qui est un site capital propre, qui est privé à nous, et nous créons des ponts entre intra-Afrique, on a 17 conventions à travers l'Afrique dans 17 pays, francophones, anglophones et lusophones. Et on a aujourd'hui 2 ans et demi d'existence. Nous sommes à notre 4e cohorte. Et nous avons pas mal de partenariats, notamment avec Startup Chile au Chili, pour pas les citer, le réseau Impact Hub, l'IAIT en Inde, en Estonie et en France également. Voilà, et je vous remercie également de m'avoir permis de m'exprimer et de participer à cette table ronde. Merci à vous, Monsieur Ekel Drin. Je donne la parole à Monsieur Rabat Atik. Bonjour à tous. Moi, je suis Rabat, fondateur d'Evolukid. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, Evolukid, c'est quoi? En fait, on a une expertise qui nous permet d'accompagner tous les publics, mais aussi les collectivités et les entreprises sur cette transition digitale, en apportant sous 2 angles, soit des formations ou soit sous l'angle de la vulgarisation des ateliers
à des publics qui ne sont pas sensibilisés à cette transition digitale, à cette nouvelle ère numérique. Notre travail, c'est la création de contenu pour pouvoir déployer des programmes. C'est des programmes qui peuvent être sociétals, où on va accompagner des sociétés qui ont le projet de proposer leur vision du numérique. On va les accompagner sur la durée pour ce type de déploiement. On travaille aussi sur nos propres projets pour aider les populations à mieux comprendre, à mieux cerner les enjeux qu'il y a autour du numérique. Donc EvoluKids, c'est près de 100 000 personnes touchées par tous nos ateliers, par toute notre activité depuis 4 ans. Près d'une centaine de collaborations juste en Île-de-France avec les collectivités, et puis on intervient partout en France. L'intelligence artificielle, depuis 1 an, est un de nos sujets phares, puisque c'est un sujet à part entière dans ce numérique qui est un mot maintenant galvaudé. On a des projets avec des éditeurs où on écrit un bouquin sous l'angle de la vulgarisation pour parler de la technologie, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, tous les sujets connexes comme l'éthique, comme l'écologie, tout l'impact de l'intelligence artificielle sur notre vie au quotidien. Voilà. Rabatik, je donne la parole du coup à Monsieur Oahi Choun pour sa présentation. Merci Madame. Bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment ravi de retrouver ici mes amis, mes collègues que j'ai eu l'occasion de travailler il y a certaines années au Vietnam. Je suis Oahi Choun Nguyen de Hanoï, Vietnam actuellement. J'ai une double casquette entre enseignant-chercheur à l'Université nationale d'Hanoï, ici au Vietnam. Il est aussi le fondateur d'une entreprise qui s'appelle TikTok, qu'on travaille principalement sur les services de l'intégration des systèmes d'information, notamment qu'on fabrique un device IoT qui collecte différents devices pour réunir les informations et faire des raisonnements à partir des données. Donc, moi, pour l'intelligence artificielle, on travaille ici plutôt entre les entreprises, les formations, mais aussi les consultations au niveau de mettre en place des systèmes Big Data. Et la plupart des projets qu'on fait ici au Vietnam, c'est dans l'ère de l'industriel, de la révolution industrielle 4.0 et la transformation digitale. Donc, l'intelligence artificielle ici, on ne sépare pas par rapport à la digitale, à la transformation numérique et aussi la Big Data. Donc, avec un grand plaisir de retrouver ici mes collègues francophones, que je pense que je suis l'intervenant unique qui vient de l'Asie. C'est vraiment un grand plaisir de partager avec cette diversité, surtout dans le domaine que je travaille depuis une dizaine d'années. Merci, Monsieur Oahi. C'est également un plaisir pour nous de vous avoir à cette table ronde. Monsieur Raymond Ajapa, je vous donne la parole pour votre présentation. Merci bien, Madame. Je suis Raymond Ajapa Abilé. Je remercie Afriya pour cette initiative. Après 25 ans en France, où j'ai travaillé dans le numérique et en tant qu'enseignant à l'université et consultant sur des thématiques liées au secteur privé, je suis devenu depuis février 2020 secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, donc un retour au pays. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est 180 000 entreprises membres à qui nous devons apporter du conseil, de l'appui et de l'accompagnement, et évidemment à qui nous devons parler des enjeux de demain.
et les enjeux de demain, pour ne pas dire même les enjeux d'aujourd'hui, donc de l'intelligence artificielle. Donc, je suis très heureux de participer à cette table ronde où d'éminentes personnalités qui travaillent déjà sur le sujet et pourront nous apporter également leur expérience sur les questions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Adjapa. Alors, nous venons de terminer la série de présentations et nous allons commencer sans plus tarder le débat. Alors, la première question pour animer notre débat est adressée à M. Ekeldri, qui, pour rappel, est CEO et fondateur d'Africanda. Monsieur Ekel, vous êtes le fondateur d'Africanda, qui est accessible depuis la plateforme africanda.co. Pouvez-vous nous dire où en est l'Afrique francophone et notamment les startups africaines que vous accompagnez aujourd'hui vis-à-vis de ces formations qui sont relatives à l'IA et au numérique? Alors, il faut vraiment distinguer deux choses différentes. Donc, il y a la partie formation qui est essentielle aujourd'hui et la partie startup. Donc, dans la partie formation, quand on s'est lancé il y a 2 ans et demi, c'est qu'on est parti d'un constat. Hein. Le constat est en Afrique, généralement, les métiers donc qui tournent autour de l'IA, donc tels que les data scientists, architectes big data ou autres, n'étaient pas valorisés. Parce que leur base, il faut être bon en mathématiques et il faut avoir cette pluridisciplinarité dans certains domaines, notamment l'informatique. Donc, on a fait une espèce de benchmark pour voir ce qu'il y avait en Afrique et on a lancé nous-mêmes donc cette formation avec un partenaire local. Et c'est vrai qu'on distingue donc 3 typologies en Afrique. On a la partie francophone, la partie anglophone, la partie lusophone. Malheureusement, les 3 parties ont 3 mentalités différentes et celle qui prend le devant est la partie anglophone. Donc on s'est dit comment répondre à un besoin émanant d'un constat. Je prends l'exemple de la Tunisie où chaque année il y a presque 8000 et quelques ingénieurs qui sortent des plus grandes écoles, 3000 et quelques trouvent un travail et on a une fourchette de 5000 ingénieurs qui ne trouvent pas de travail. C'est la même chose aussi pour les doctorants. Donc on s'est dit autant les former et aller donc vers l'avant, vers ces nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de data scientists, d'architectes big data, comment conceptualiser, modéliser les données, les clouds et ainsi de suite. Et donc on s'est dit l'Afrique a un vivier assez énorme, et donc on a ouvert donc notre cohorte. Donc on a pas mal de candidats qui viennent à travers même différents pays, que ce soit francophones et même anglophones. Alors, on fait notre formation est basée donc à plus de 80% en français, mais on a une partie qui est en anglais, vu que le travail et le marché, donc le business, est à l'échelle internationale. Cette jonction fait que aujourd'hui, le domaine aussi des startups est assez banalisé. On peut voir que en 2019, les startups africaines ont passé la barre des 2 milliards de dollars levés. On a 3 gros pôles, notamment le Nigeria qui vient en premier lieu, on a le Kenya et bien entendu l'Égypte. Alors pour compter le Ghana et le Rwanda et l'Afrique du Sud également, et ensuite on a les autres pays. Donc là, je prends le cas de la Tunisie qui a, elle, créé donc le gouvernement, l'ancien et le nouveau, ont mis en place la loi qui s'appelle le Startup Act, qui permet donc de légiférer ces startups, de pouvoir leur accorder pas mal de capacités, notamment sur les taxations, mais aussi de les permettre de souffler en tant que start-up. C'est ce qui a permis un petit peu, notamment au Sénégal, de travailler sur cet aspect et dans le réseau donc Smart Africa, de pouvoir se pencher sur cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation, lorsqu'on voit, alors on peut le voir en France ou même dans d'autres pays, il y a énormément de demandes dans le domaine de la data science. Et la pandémie que l'on connaît malheureusement, qui affecte tout le monde aujourd'hui, nous amène donc à faire du télétravail et à travailler donc sur des pilotes, donc des POC ou autres, avec certains partenaires et de là où nous sommes. Et donc l'Afrique, elle a un vivier qui est assez
considérable, vu le nombre d'étudiants, vu le nombre de doctorants en mathématiques qui pourraient aider à se développer eux-mêmes, mais aussi à développer leur pays d'origine, de par la croissance économique, de par la flexibilité, avec le télétravail que l'on connaît. On est aujourd'hui présent au sein de cette table ronde numériquement, donc par visio, et bien entendu de créer des connexions intra. Quand je dis intra, c'est qu'il y a un aspect entre les pays africains où les pays donc d'Afrique du Nord sont un petit peu proches, ceux de l'Afrique de l'Ouest également, l'Afrique centrale également, l'Afrique de l'Est aussi, et donc il n'y a pas d'interconnexion africaine, notamment entre les pays francophones, mais au-delà même de les pays francophones, les pays francophones, anglophones et lusophones. Et je pense qu'il y a une capacité à ce que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les différents acteurs dans ce domaine, puissions travailler dans ce sens-là. Et quand je parle aussi des pays francophones, on n'oublie pas le Vietnam, donc le Canada, la Louisiane. Donc il y a pas mal d'États, pas mal de régions qui sont, je ne vais pas dire laissés à l'abandon, mais qui travaillent de leur côté et qu'il faudrait plutôt interconnecter sur l'aspect commercial, sur l'aspect enrichissement culturel, mais aussi l'aspect... Excusez-moi, monsieur Kidd, de vous couper, juste rebondir sur les questions que nous sommes en train de recevoir dans la conversation. Petite précision à nos participants. Nous allons y revenir en fin de débat. Voilà, nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions et celles qui ne pourront pas être traitées, un retour vous sera fait en fin de débat. Alors, je tiens à vous rappeler, monsieur Etienne, qu'en raison du temps qui nous a imparti, nous allons devoir abréger votre intervention. Je vous remercie pour la compréhension. Pour permettre à monsieur Rabat Atik de rebondir sur la seconde intervention. Alors, monsieur Rabat Atik, vous êtes CEO et Evoluliquid et notamment consultant formateur. Alors, Evoluliquid prépare les plus jeunes, également les collectivités et les entreprises à l'utilisation des nouvelles technologies. Dans le cadre de votre quotidien, de votre tâche de consultant formateur, vous êtes en relation avec des entreprises. Alors, avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui, de nouvelles compétences sont requises, tandis que les compétences liées aux tâches automatisées sont frappées d'obsolescence. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des offres d'accompagnement en tant que consultant? Est-ce que vous avez pu déceler des formations lors de vos consultations? Et quelles sont-elles? Est-ce qu'il s'agit de transition professionnelle, de reconversion ou de formation nouvelle liée à l'IA et ses enjeux? C'est à vous. Très bien. Donc, on va resituer un petit peu le contexte concernant l'IA. En se mettant à la place des entreprises, on prend une très grosse entreprise où, je ne vais pas prendre le cas des startups parce qu'en général, ce sont les sociétés qui vont détenir un savoir-faire assez pointu, et notamment quand elles se lancent dans l'IA. Donc, finalement, on revient sur les très grosses entreprises. Très grosses entreprises, c'est une diversité de profils, c'est beaucoup de départements qui ont des fonctions vraiment différentes les unes des autres. Et lorsqu'on parle de transition digitale, il y a plusieurs enjeux en fait. On est avec l'intelligence artificielle peut-être focalisé sur le côté technologique, mais le côté technologique finalement c'est un petit problème pour une société qui fait une transition digitale, qui est en train d'effectuer une transition digitale. Au début, la transition digitale, elle va concerner évidemment les profils techniques. Ces profils techniques, ils auront pour mission de s'investir sur le traitement des données avec l'enjeu technologique qu'il y a derrière. Mais derrière, l'enjeu, c'est de réussir à faire adopter à ces équipes ces nouveaux outils et aussi les faire accepter. Et c'est là que nous, on intervient dans la vulgarisation et l'acculturation à ces nouvelles technologies. Et donc, les offres d'accompagnement, c'est pouvoir être le premier maillon d'un processus qui représente en fait tout l'enjeu de la société. Et donc, en général, ça peut être évidemment toute une série de parcours, de formations, d'ateliers. Et au-delà de la technologie,
on a évidemment la présentation de la technologie avec ce que ça implique derrière, c'est-à-dire les a priori qu'on a, parce que l'intelligence artificielle va nourrir évidemment beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Quand on a, tout simplement, on est des êtres humains, des personnes qui ont une trentaine d'années d'expérience dans leur domaine, qui peuvent considérer, quand on leur parle d'intelligence artificielle ou d'assistants virtuels qui vont pouvoir les accompagner, ça peut ne pas être perçu comme ça. Donc il faut revenir sur la technologie, expliquer comment elle fonctionne et comment elle peut accompagner de manière générale une entreprise, et puis plus largement évidemment nous les êtres humains, puisque aussi nous on est consommateurs de ces nouveaux services, et ça va être le cas de plus en plus dans les prochaines années. Il peut s'agir aussi de transition professionnelle, hein, comme l'a dit Heikel, si on prend le cas des data scientists, et puis on a un data scientist avec nous, ce sont des nouveaux métiers. Finalement, l'intelligence artificielle, pour moi, elle va opérer de trois manières différentes concernant les emplois. C'est la modification de certains emplois, la transformation de certains emplois. Évidemment, il va y avoir des emplois qui seront supprimés, mais c'est à voir sous un angle plutôt d'une technologie qui va améliorer notre quotidien. Ces questions-là, elles se posent, mais aujourd'hui dans les entreprises. Et pouvoir être le premier maillon de ce processus-là, c'est vraiment un travail plus humain que technologique, même si derrière, évidemment, il y a des outils complexes et technologiques. Et après, je vais terminer là-dessus. Notre accompagnement, il va consister à pouvoir proposer des parcours techniques où on va être à la fois acteur de ce qu'on va pouvoir construire, que ce soit de l'ordre des données qu'on va constituer pour créer une intelligence artificielle, pour pouvoir l'entraîner, ou que ce soit aussi autour de l'IA et de manière générale sur les technologies, sur tout ce qu'on va pouvoir pratiquer, puisqu'on parle ici d'une offre d'accompagnement qui sous l'angle de la vulgarisation la plupart du temps. Merci, Monsieur Rabat-Atik. Je rappelle à nos intervenants que nous avons 4 minutes par intervention pour pouvoir être dans les délais. Et je rappelle aux participants que vous avez un onglet questions dans lequel vous pourrez mentionner vos questions afin qu'elles soient traitées en fonction du temps qui nous restera à la suite du débat. Alors, la seconde intervention sera celle de Monsieur Ohayi Tuong. Vous êtes CTO et data scientist de TipTops. Alors, quels sont les obstacles à l'adoption de ces nouvelles technologies, notamment en termes d'IA, de big data, de data science, par les institutions, les entreprises et les startups? Et selon vous, quels pourraient être le moyen ou les méthodes pour lever ces obstacles? Merci, Madame, pour la question. Et merci également les intervenants précédents, parce que ces deux interventions mentionnent bien sur la nécessité de la formation. Donc, un des premiers obstacles que j'ai pu observer entre la théorie de l'intelligence artificielle, vous avez entendu l'intelligence artificielle des années 50, on a déjà l'intelligence artificielle, jusqu'aujourd'hui l'application de l'intelligence artificielle dans les applications de la société. On voit que surtout les compétences qui manquent, notamment quand on parle de la nouvelle technologie, vous savez que les facteurs le plus important, c'est de ne pas seulement savoir qu'est-ce que c'est, mais comment faire. C'est le savoir-faire qui met au central de tous les obstacles. On en parle à part des connaissances, on parle des moyens au niveau des financements, de budget. Mais pour résumer, dans la gestion des systèmes d'information, surtout appliqués des nouvelles technologies, il y a un triangle d'or dans la pratique appliquée par les grands groupes. Il y a 3 piliers. La première, c'est humain, c'est-à-dire tout ce qui travaille sur ce domaine-là.
Le deuxième, c'est au niveau des procédures. Quand on parle de l'intelligence artificielle, en plus, les procédures, c'est tellement important parce que c'est lié à tout ce qui est une systématique des procédures. Et dernièrement, la technologie. Donc, les trois piliers-là, quand on parle des obstacles autour de l'application ou l'adoption de technologies, et très souvent, il faut qu'on résout en premier les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Prenons l'exemple au Vietnam, à l'époque, il y a une dizaine d'années, seulement l'application de l'alphabétisation, l'utilisation de l'informatique, vous savez qu'avec Word, Excel, mais sans les formations, les ordinateurs qu'on a déjà. C'est-à-dire, on oublie la partie des équipements, la volonté du gouvernement. Le gouvernement a une stratégie nationale pour ça, mais pour maîtriser, pour utiliser de manière efficace l'ordinateur ou les nouvelles technologies, il faut former. Donc, le facteur le plus important ici, le majeur, surtout qui est une étude en 2019 de Gartner, qui mentionne que les trois premiers obstacles de l'adoption de l'IA, c'est les compétences. En deuxième, c'est comment déployer de manière massive, c'est-à-dire si on applique une technologie là, mais non seulement pour une entreprise, deux entreprises, mais pour une collectivité, pour qu'on puisse réutiliser ce savoir-faire-là de manière massive. Et donc, dernièrement, ici, que M. Rabat a mentionné tout à l'heure, c'est un domaine qui est tellement nouveau, comme data science. Je ne sais pas comment traduire en français, la science de data, peut-être on traduire ce terme-là, même en français. Mais globalement, vous avez un domaine qui demande, comme M. Riquet tout à l'heure a mentionné, qui demande des connaissances mathématiques. Donc, tout ça pour dire que pour résoudre ce problème-là, on revient au point de départ que je trouve que la CREA a mis comme sujet pour cette table ronde-là. C'est bien fait pour les formations. Et pour les formations, mais non seulement dans la partie théorique, parce que l'appliquer les technologies, c'est pour être utile, pour résoudre des problèmes, pour les sortir. Donc aujourd'hui, les nouveaux emplois créés autour de l'IA, de Big Data, mais également, en fait, les compétences quand on n'a pas, qu'on ne peut pas maîtriser, et surtout les moyens aujourd'hui, quand on n'a pas d'information, on ne peut pas maîtriser de manière pragmatique. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec les collaborations, j'espère qu'Afrea va être au milieu de cette collaboration-là entre des pays francophones pour qu'on puisse renforcer une synergie et réutiliser les connaissances et les moyens et surtout l'infrastructure. Aujourd'hui, qu'on a l'infrastructure comme proposée par Google sur Cloud, il y a plein de frameworks qu'on peut réutiliser, même pour les formations. Aujourd'hui, une des difficultés qu'on a au Vietnam, c'est que si, par exemple, un étudiant souhaite mettre en place un projet en Big Data, or, ils n'ont pas des machines pour calculer. Ça c'est impossible de faire des projets. Donc, dans ce cadre-là, on collabore avec des grands groupes comme Google, Amazon ou IBM pour qu'on puisse réutiliser leur performance avec Cloud. Donc, voilà. Aujourd'hui, au Vietnam, surtout avec l'Université nationale d'Hanoï et l'entreprise, le centre de formation que je suis en train de fonder, on souhaite collaborer avec nos collègues francophones, surtout ici, présents là ici. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail.
Alors, je vous remercie, Monsieur Oai Tuang, et je pense que c'est l'un des enjeux de l'AFRIA, c'est de pouvoir créer une collaboration entre les acteurs et les intervenants de l'IA et du numérique aujourd'hui. Alors, Monsieur Raymond Adjapa, ce sera du coup la dernière intervention du premier axe de notre débat. Alors, on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'actions de la part des institutions. Par institution, j'entends entreprises, start-up, PME, TPE, qui visent à capitaliser sur le potentiel de l'IA. Face à cette dynamique, certains pensent que l'adoption des nouvelles technologies est déjà une réalité dans les pays francophones et qu'elle répond aux besoins des entreprises en matière de ressources qualifiées. D'autres, au contraire, pensent qu'elles ne sont mises à profit qu'en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis, où en sont réellement les acteurs du tissu économique africain et notamment ceux, si vous pouvez nous donner l'exemple du tissu économique béninois, vu que vous êtes non seulement expert en économie numérique, mais également secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci bien pour la question qui est assez précise et qui vient évidemment après l'intervention précédente qui a montré tout à fait les synergies qu'il faudrait pouvoir mettre. Bon, moi, comme je le dis toujours, tant qu'il y a à faire, c'est comme s'il n'y a rien à faire. On ne peut pas aujourd'hui conclure que l'Afrique francophone est totalement mûre pour l'intelligence artificielle. Il y a des prémices. Il y a des prémices des choses qui se font. Et comme le premier intervenant l'a dit, si bien en citant la Tunisie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et certains d'autres pays, il y a quelques prémices, il y a quelques débuts de quelque chose. Mais ce n'est pas encore totalement ce qu'il faut. Parce que si c'était évidemment ce qu'il fallait, on serait moins là ancré à en discuter. Moi, je pense sincèrement que l'AFRIA et tous ceux qui sont sur ce panel ont un rôle à jouer, je vais tenter le mot, de devenir des évangélistes de l'intelligence artificielle. Parce que si je dis, moi, en tant que secrétaire général de la Chambre de commerce, que nous avons un devoir d'amener les entreprises à continuer à gagner de l'argent ou à se faire leur profit, il faudrait qu'ils comprennent que la façon de gagner de l'argent va changer avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des métiers qui vont changer et ces métiers qui changent d'être beaucoup plus efficients et plus efficaces. Et ce n'est qu'en leur apportant ces genres de solutions concrètes qu'ils comprendront très clairement comment est-ce qu'il faut aller vers l'intelligence artificielle et assez vite vers cela. L'AFRIA fait un travail extraordinaire, par exemple au Bénin, en formant il y a pas longtemps plusieurs centaines de jeunes à ce concept de l'intelligence artificielle. La question aujourd'hui, c'est que ces jeunes soient utilisés par les entreprises pour pouvoir commencer par transformer l'expérience en entreprise et leur permettre de faire des bons. Et je pense qu'il y a quelques exemples déjà qui se font au niveau des ressources humaines pour leur permettre de changer un peu de la dynamique. Parce que n'oublions pas que l'intelligence artificielle, c'est de la donnée. Et c'est de la donnée et puis il faut collecter la donnée. Donc, pour collecter la donnée, c'est important. J'ai lu tellement de choses sur l'Afrique qui peut adopter l'intelligence artificielle, mais qui aujourd'hui ne participe pas à la fourniture de données dans le monde. Donc, tout le monde vient et se mettre par-ci, par-là. Donc, au Ghana, il n'y a pas longtemps, pour ne pas les citer, ils ont mis en place un centre de données, je ne sais pas si c'était Google. C'est dire tout simplement que, comme l'a dit le premier intervenant, il a bien cartographié, il y a une avance anglophone sur les francophones et les lusophones. Mais les francophones peuvent rattraper leur retard parce qu'il y a des acteurs comme AKL, comme Rabat et comme Aoi qui sont là et AFRIA. C'est ce que je peux dire pour pouvoir répondre à votre question. Je vous remercie, Monsieur Raymond Adjapa Abilé, expert en économie numérique et secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous entamons le deuxième axe de notre débat qui est
je le rappelle, vous l'avez également souligné dans vos précédentes interventions, mais qui est en rapport avec les prérequis à l'adoption de ces nouvelles technologies et les difficultés liées à leur mise en place. Alors, Monsieur Rabah Atik, CEO d'Evoluki, des consultants formateurs, l'une des problématiques des pays en général reste la question de l'adéquation entre l'offre de formation et les offres d'emploi. La plupart des formations proposées ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises, et vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre intervention. Comment est-ce que les nouvelles technologies, en particulier le numérique et l'IA, peuvent contribuer à améliorer la qualité de ces formations actuelles? Alors, ça me fait penser directement en fait à l'IA qui est appliquée à deux axes. C'est former à l'IA et former par l'IA. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'appels d'offres qu'on voit, c'est très effervescent. Ce sont des sujets qui sont énormément présents en ce moment et pas depuis plusieurs années. Hein. C'est l'état actuel de ce qu'on est en train de faire. Là, je parle surtout pour la France et de tout ce qu'il y a autour de nous dans le bassin parisien. On s'intéresse évidemment à la formation à l'IA parce que pour pouvoir amener des data scientists, des data analystes, des business architectes, des data architectes, dans les 5 prochaines années, ça commence maintenant. Et l'enjeu, il est donc maintenant. Et même, ça commence pas après le bac, ça commence carrément au collège et au lycée. Et c'est pour ça que les programmes en France, ils ont été revus. Maintenant, on apprend à coder, comme vous le savez, depuis 2016-2017. Il y a le langage Python. Langage Python, quand j'étais ingénieur, je l'utilisais, c'était vraiment pour les adultes. Maintenant, on peut faire coder les jeunes, etc. Donc là, l'enjeu, il est de la formation, il est de pouvoir bien identifier les compétences qu'il faut mettre sur le marché. On a parlé du data scientist, j'ai une petite parenthèse. On dit que le data scientist, il est meilleur informaticien que le statisticien et il est aussi meilleur statisticien que l'informaticien. Donc vous voyez, on voit avec cette petite définition un peu marrante du data scientist, on voit à quel point ça demande d'être polyvalent. Voilà. Et la polyvalence dans les nouvelles technologies, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais lorsqu'on va faire de l'IoT, donc l'Internet des objets, avec de l'intelligence artificielle, on va collecter de la donnée, donc il y aura les data centers, mais il y aura aussi l'interopérabilité des protocoles. Enfin, on rentre dans des questions de polyvalence. Et jusqu'à présent, moi, il y a 10 ans, même il y a 15 ans, quand j'étais ingénieur, il y avait clairement l'électronicien, le développeur, etc. Donc la transformation vraiment des sociétés, la transition digitale, c'est pas que simplement aller sur le cloud. Il y a vraiment des questions RH, humaines, éthiques, environnementales, avec l'impact aussi de l'IA sur les nouvelles technologies, les data centers, etc. Et tout ça, il faut faire monter en compétences. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est former, on va dire, à l'IA et à tous les domaines connexes. Maintenant, former par l'IA, maintenant, si on voit d'un autre aspect, l'IA est un outil pour nous former. Lorsqu'on crée des outils d'apprentissage, on peut avoir des intelligences artificielles qui vont se nourrir de vos données pour pouvoir vous proposer du contenu adéquat en fonction de vos objectifs. Ça, c'est un exemple. Eh bien, les entreprises qui déploient l'IA, elles déploient l'IA en tant qu'outil. Elles déploient l'IA en tant outil pour booster leur production, proposer leurs produits et leurs services, mais elles vont utiliser aussi l'IA en tant qu'outil interne pour pouvoir accompagner finalement cette montée en compétences. Et c'est l'IA qui va être l'outil qui va être utilisé pour la transformation directement dans la manière dont on va former les collaborateurs. Et puis l'exemple il y en a énormément des exemples, mais l'exemple de la personnalisation des contenus, c'est un exemple pour comprendre à quel point l'IA peut être un outil redoutable et redoutablement aussi efficace pour pouvoir accélérer cette montée en compétences. Finalement, on se nourrit de l'IA pour atteindre nos objectifs de se former à l'IA. Ce serait ma manière de répondre à la question. Je vous remercie, Monsieur Rabah Atik. J'entame la seconde question qui est destinée à Monsieur Ekel Drine, qui est CEO et fondateur de Africa. Monsieur Ekel, vous accompagnez au travers de votre plateforme Africanda les startups francophones dans l'atteinte de leurs objectifs.
Sachant que l'arrivée de l'IA aujourd'hui représente des enjeux importants pour les entreprises, les startups, et notamment pour les responsables de formation, les RH et les managers. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA peut être considérée comme un outil qui permet de mieux recruter et de former les talents d'aujourd'hui et de demain? Alors oui, sinon on n'aurait jamais cru, sinon on n'aurait jamais créé Africanda. Alors, je pense que toutes les personnes ici présentes à la table ronde ont parlé de l'IA, et c'est vrai que entre l'IA, ce qui est proposé, ça peut être dans les appels d'offres ou par certains besoins, et selon l'expertise même, il y a une espèce de gap, il y a vraiment un fossé. Aujourd'hui, on parle de données, donc c'est comment conceptualiser la donnée, comment arriver à ce que cette donnée puisse être mise en place, mais aussi travailler avec différents partenaires. La plupart de ces sociétés veulent juste mettre de l'IA parce que ça fait, excusez-moi du terme, sexy, ça fait beau. Sauf qu'il faut aller et il faut, Oui. tout à fait, et il faut aller vraiment au point central. Le point central, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés, alors on parle énormément de sociétés, donc en France, en Europe ou autre, mais les sociétés africaines ont un grand besoin de demande d'emploi. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de la Tunisie. Sur 8000 ingénieurs, 3000 et quelques trouvent un travail, 5000 et quelques sont sur le carreau. Et malheureusement, il y a une fuite des cerveaux. Il y a une fuite des cerveaux qui partent vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe et même maintenant aujourd'hui vers l'Asie. Donc, on se dit comment on fait pour retenir ces talents, comment on fait pour retenir donc ces personnes qui sont sur notre territoire de manière inclusive, parce qu'on oublie essentiellement qu'il y a des hommes, des femmes, mais aussi des personnes qui ont certaines problématiques, notamment dans la formation. Nous, notre formation, elle est totalement gratuite. Bien entendu, il faut candidater, ainsi de suite. Mais le prix de la formation aussi. Donc, on peut pas discriminer ces personnes-là pour qu'elles puissent demain devenir data scientist, architecte big data ou travailler sur les environnements de l'IA. Alors, en termes de formation, on l'a dit, hein, les pays anglophones sont vraiment en avance. On prend le cas de Moustapha Cissé qui a créé une très belle plateforme et un master d'excellence au Rwanda. Le Rwanda, pour information, qui s'est tourné vers la méthode anglophone. Et aujourd'hui, ils sont en train de capitaliser sur des talents. Je pense que, ça a été dit auparavant, il faut qu'on puisse travailler main dans la main parce que le marché est mondial et il y a énormément d'offres, mais aussi on peut avoir un impact social en proposant ces travaux ou même ces emplois à des personnes qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, l'IA, alors quand on parle, est-ce que c'est un outil pour mieux recruter les talents et ainsi de suite, la data, c'est le pétrole du XXIe siècle. Donc aujourd'hui, dans n'importe quel site internet, là où on va, on collecte nos données et on est en train de ramasser énormément de données, de les stocker. Et il faut savoir exactement ce qu'il faut en faire. Quel est le but? Est-ce qu'on va accompagner un laboratoire pour lutter contre les différentes pandémies? On a pu voir pas mal de startups africaines qui ont essayé de travailler sur les problématiques autour du Covid-19. Est-ce qu'on peut travailler contre le trafic des faux médicaments? Il y a certaines fondations en Afrique qui travaillent dessus et comment capitaliser donc pour arriver à lutter contre les trafics de faux médicaments. Il y a aussi, on parle beaucoup des méthodes inclusives entre les hommes et les femmes, mais comment rationaliser l'emploi pour qu'il y ait une équité entre les deux. Et je pense que moi je parle pour notre dernière cohorte où il y a à peu près l'équivalence entre les hommes et les femmes, et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Et aujourd'hui, pour être en adéquation, que ce soit dans nos méthodes de travail, que ce soit pour répondre à un objectif, notamment dans la partie francophone, je pense que l'Afria est à sa place, mais tous les acteurs ici présents, et ça a été cité auparavant,
doivent essayer de travailler, d'essayer de se connecter, comme la règle des 4C. Donc, on doit à un moment donné se connecter, communiquer, collaborer et à la fin créer quelque chose. Et il ne faut pas mettre son ego en avant. Au contraire, il faut mettre son ego de côté. Il faut avancer car le marché est mondial et l'Afrique, mais aussi les pays francophones, ont une très grosse place, sachant que les meilleurs mathématiciens que j'ai pu rencontrer, j'ai trouvé en Afrique. Ils ont vraiment une capacité qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, quand on parle de formation, alors tout à l'heure, il y a des langages qui ont été cités comme Python ou autres. On a tous les fondamentaux de la data science. Ça peut être du machine learning, du deep learning, tout ce qui est statistique en grande dimension. Mais la principale chose, c'est que les personnes qui sont titulaires d'un master en informatique ou en mathématiques, qui sont diplômés d'ingénieurs, titres d'ingénieurs, des doctorants, donc à fort contenu en mathématiques et en informatique, alors mathématiques, physique, mécanique des fluides, tout ce qui est biostatistique, eh bien, peuvent répondre à ces besoins. Et il faut que le programme il soit ouvert, c'est-à-dire qu'il soit adapté aussi bien à des professionnels en début de carrière qu'à des experts techniques. Merci, Monsieur Ekel. Je crois que la question suivante permettra à Monsieur Ohayi Tuong de rebondir sur notamment ses formations, vu qu'il est CTO et data scientist. Alors, Monsieur Ohayi Tuong, les formations dont nous parlons aujourd'hui, comme l'ont souligné les précédents intervenants, se nourrissent de données. Or, la question de la disponibilité, de la fiabilité, de la qualité de ces données se pose. En termes de disponibilité, on pense par exemple à la facilité ou aux difficultés plutôt rencontrées par les apprenants et les chercheurs notamment pour accéder à la bonne information, au bon contenu, au bon endroit. Alors, d'après votre expérience en tant que CTO, la gestion des données telle qu'elle est faite actuellement par les acteurs, notamment les plateformes de formation en ligne et interactives, permettent-elles d'exploiter le potentiel des nouvelles technologies? Sinon, quelle action devrait être menée pour corriger les écueils? Je tiens à vous rappeler que nous sommes sur les dernières minutes de notre débat et que nous allons devoir, désolé de vous le dire, aller un peu plus vite pour pouvoir répondre à quelques questions qui commencent à remonter dans la conversation. Merci, Monsieur Ohayi. Avec plaisir. C'est vrai que en fait, la partie formation et disponibilité de données, c'est concernant mes expériences en tant qu'enseignant-chercheur plutôt que CTO. Parce que quand on parle de disponibilité de données, il faut qu'on parle des applications, des vraies applications pour produire des données. Qu'on parle de l'IA sans parler de la production de données, comme monsieur Raymond a mentionné tout à l'heure, c'est un faux débat en fait. Donc la disponibilité de données ici, ça c'est au point de départ de toutes les procédures par la suite. Donc pour la production de données, moi je pense qu'il faut qu'on se pose la question au niveau de rôle de l'IA ici, parce que les bases de données, les données existent depuis longtemps. Sans IA, ça existe aussi des programmes d'analyse de données. Ça existe depuis longtemps, ça existe statistique, ça existe data mining. Mais pourquoi il nous faut utiliser IA? Et là, c'est l'essentiel de la process par la suite pour les formations ou autres. À mon avis, l'IA ici, quand on intervient dans les applications avec des données réelles, ça nous permet d'automatiser les process qu'on a fait normalement, soit une fois manuellement. Maintenant, on fait de manière scalable, de manière répétitive et automatique. D'accord. Monsieur Ohayi, désolé de vous interrompre, il ne vous reste plus qu'une minute pour terminer rapidement. Le temps de passer la parole à Monsieur Raymond Adjapa. Je vous laisse terminer rapidement. Allez-y. D'accord. Et donc, ma réponse par rapport à cette question-là, c'est aujourd'hui la disponibilité de données, c'est non seulement pour les formations IA.
Donc là, ici, vous avez différentes plateformes déjà qu'on travaille sur les bases de données. Il y a des datasets publics et surtout aujourd'hui dans le mouvement Open Data dans différents gouvernements mondiaux aujourd'hui, met à disposition des données. Les entreprises également, comme Google, Amazon, ils mettent à disposition des données pour qu'on puisse exploiter, et non seulement pour les formations, mais aussi pour la recherche. Donc ici, principalement, qu'on revient à la question initiale, c'est il faut qu'on traite ces données-là de manière naturelle, c'est-à-dire la disponibilité, mais aussi l'exactitude des données. Donc, la nature de ces données-là, il faut qu'on applique les méthodes comme on a traité, nettoyer les données, transformer les données, pour avoir par la suite rendre utile ces données-là pour un ensemble des procédures de manière automatique. Non seulement on fait de manière manuelle, mais de manière automatique et scalable. Voilà, donc ma réponse ici, c'est surtout avec les collaborations entre les établissements ou entre les continents qu'on peut renforcer les types de données, qu'on peut partager les données et réutiliser les données. Et cette fois-là, moi, je pense que c'est considérable si on a un data center qui réunit plusieurs corps de données qu'on a collectées en Afrique ou en Asie avec les mêmes types de données qu'on peut renforcer cette synergie-là de manière beaucoup plus efficace. D'accord. Merci, Monsieur Ouahi Thuong Nguyen. Alors, Monsieur Raymond Adjapa rebondira du coup sur la volonté des dirigeants et managers d'institutions à mettre en place notamment ces outils relatifs à l'IA des entreprises. Parce qu'on a constaté avec l'arrivée du Covid que certains ont pu mettre en place une sorte de transformation digitale de leurs entités pendant que d'autres restent hésitants à le faire. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette volonté et qu'est-ce qui reste à faire au fait pour susciter l'engagement des dirigeants face à cette nouvelle technologie? Et on terminera rapidement, désolé de vous le dire parce que nous avons été pris un peu par le temps et quelques réglages techniques. Vous aurez 2 minutes pour nous dire quelques mots. D'accord, merci bien. Il y a quelque chose de rapide que l'on va pouvoir faire. Comme je le dis, la COVID-19 a été, et je pense que vous l'avez lu dans beaucoup de documents, le chef de projet le plus extraordinaire que l'on ait jamais connu dans le monde. Avec la COVID-19, nous avons fait des progrès dans le monde en termes du numérique en 2 mois, ce que nous devions faire en 2-3 ans. Aujourd'hui, on arrive à faire des vidéoconférences de cette nature à cause de la COVID. Donc, première chose, les dirigeants d'entreprises ou des institutions n'auront pas le choix. La COVID a montré le chemin. Et je pense fondamentalement qu'en plus de ces avancées que nous avons, en plus de l'évangélisation que vous allez continuer à faire au niveau de l'AFREA et de tous ceux qui sont sur ce panel, et le fait de pouvoir démocratiser le langage de l'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on entend mathématicien, on entend scientiste, ça fait beaucoup pour la plupart des utilisateurs des mots très savants. Et lorsque ça devient trop savant, le chef d'entreprise commence par avoir un tout petit peu de la méfiance. Et le dirigeant ne comprend plus fondamentalement. Donc, c'est pourquoi, en premier lieu, je dirais, Dame Nature fera ces choses en nous amenant rapidement à aller vers l'intelligence artificielle. La COVID-19 a fait son chemin. Deuxième chose, il faudrait qu'on reste dans l'idée de l'évangélisation de l'intelligence artificielle. Et troisième chose, il faut qu'on démocratise le langage de l'intelligence artificielle afin qu'il soit accessible pour les dirigeants et les institutions. Je vous remercie. C'est moi qui vous
Merci, monsieur Raymond Adjakpa. Alors, nous sommes au terme de notre débat qui a été, je dirais, un peu court, qui ne vous a pas laissé le temps de donner plus d'informations. J'invite tous les participants qui souhaitent suivre la seconde table ronde dont le thème est éthique et développement durable à cliquer sur le lien dans la conversation. Malheureusement, chers participants, nous n'aurons pas le temps de répondre à vos questions en direct. Je pense que je laisse le soin à nos chers intervenants de le faire depuis le chat et la conversation. Et les questions qui n'auront pas pu être traitées, nous vous ferons un retour dans les prochains jours. Alors, je vous remercie, chers intervenants, pour vos brillantes interventions. Je laisse la parole à Olga Johnson pour la suite du programme. Merci à tous. Merci Sandrine, merci à tous les intervenants pour ces débats passionnants. Comme vous l'a indiqué Sandrine Kofi, vous avez le lien de connexion pour le débat suivant, éthique et développement durable, à droite dans la conversation ou le chat pour ceux qui le disent en anglais. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 petites minutes pour la prochaine table ronde. À tout de suite.